Bon retour dans le podcast Cœur de Papa. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Berdo. Benjamin m'a été recommandé par Renaud dans quelques épisodes avant. Et donc, c'est vraiment une petite dédicace à Renaud. C'est vraiment chouette de voir que cette communauté de papas, par les contacts, le bouche-à-oreille, puisse s'agrandir. Donc, je suis très content et heureux d'accueillir Benjamin sur le podcast. Alors Benjamin est un papa de deux enfants qui a un parcours traditionnel, on va dire, au début. Et puis, ce qui est très intéressant chez lui, c'est un peu son côté Géo trouve tout, MacGyver, créatif, multipotentiel, pour réussir à faire des activités, des moments de vie avec les enfants. Euh, le côté écologique, le côté cuisine aussi, on va aborder. Donc, on va voir un peu tout ça avec Benjamin dans cet épisode. Donc, Benjamin, merci encore une fois d'accepter cette interview et je te laisse te présenter. Bienvenue dans Cœur de Papa. Papa de... Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Aurélien, merci de l'invitation. Donc, pour me présenter, comme tu l'as dit, donc je suis papa de deux garçons adolescents de 12 et 13 ans. Donc ouais, moi j'ai un parcours un petit peu atypique d'un point de vue professionnel parce que c'est vrai que je touche à tout, comme tu dis, multipotentiel. C'est vrai que j'ai fait énormément de métiers différents, mais toujours en priorisant la famille pour pouvoir avoir du temps à partager avec mes enfants, ma femme, pour faire déjà des choses ensemble. Dans ton parcours de papa, et que tu avais eu donc deux enfants. C'est ça. Alors mon parcours de papa, donc notre premier fils en fait, qui a 13 ans, c'était un petit peu compliqué au départ, donc on n'arrivait pas à avoir un premier enfant, donc on a eu un parcours PMA qui Ah s'est oui. soldé quand même par une réussite, donc on a eu notre premier garçon. Et puis en fait le gynécologue avait dit à ma femme qu'on avait plus de chances de gagner à l'auto que tomber enceinte, donc on a fait peut-être un peu moins d'attention, et puis le deuxième s'est invité en fait. 13 mois et demi après, on a eu notre deuxième fils, donc qui n'était pas prévu, mais qui finalement remettait les choses dans l'ordre, le fait d'avoir un deuxième enfant de manière naturelle, et Mm. qui nous a apporté beaucoup en fait aussi, au même titre que le premier. Et si tu peux un peu détailler pour l'auditoire, on entend un peu beaucoup de choses sur la PMA, maintenant il y a la GPA qui est beaucoup à la mode, et moi, avant de m'intéresser à ces sujets-là, pour moi tout était un peu mélangé un peu dans mon esprit. Si tu peux un peu raconter le parcours déjà, et un peu les différences, et ce que c'est vraiment de vivre une PMA dans le concret, quoi. Les analyses, les rendez-vous, enfin détailler un petit peu ça. Ouais, bien sûr. Donc PMA, bon, au bout de, on va dire 2 ans à peu près où on essayait d'avoir notre premier fils. Donc on a eu un gynécologue qui nous a amené donc vers un parcours de PMA, procréation médicale assistée. Dans le premier temps, en fait, t'as les inséminations en fait qu'on te propose. Donc pareil, t'as différents rendez-vous pour voir aussi un petit peu quelle est aussi la cause entre guillemets d'infertilité. Donc savoir si ça vient de monsieur, de madame, ou des deux. Dans notre cas, c'était un petit peu des deux, donc ça aidait pas forcément. Puis du coup, on avait un parcours comme ça, donc c'est assez éprouvant plus pour madame parce que ça nécessite des injections pour pouvoir pousser un peu les ovulations, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu éprouvant plus pour elle que pour moi. Comme je dirais, bon, bien sûr, c'est un parcours qu'on a vécu ensemble, qu'on a initié ensemble et que j'ai soutenu jusqu'au bout de toute façon. Et puis ça a fonctionné, on va dire, à la cinquième insémination. En fait, on avait déjà fait un premier rendez-vous pour les fils, pardon. Et puis juste avant, ça a fonctionné en fait.
Parce que le parcours, si PMA marche pas, c'est fécondation in vitro, c'est ça? L'étape C'est ça. d'après? En fait, t'as droit, je sais plus, c'est 5 ou 6 inséminations. Et après, l'étape d'après, c'est la FIV. Donc là, on ponctionne et la fécondation se fait in vitro. Et puis après, on réinjecte l'embryon, enfin Ok. le fécondation. Ça. Donc c'est un peu encore plus éprouvant aussi pour la compagne. C'est ça, ma compagne se sentait un peu coupable de m'imposer ça, mais j'ai envie de dire que moi, dans l'histoire, c'est pas moi qui avais le rôle le plus difficile, quoi. J'allais en labo, tu vois, en labo, faire un dépôt et c'est tout, quoi. Il y a pas de, je veux dire, il y a pas de Ouais. traitement à prendre pour l'homme. Enfin, en tout cas, dans mon cas, il n'y en avait pas. C'est beaucoup plus simple que la femme. C'est vrai que La femme, elle lui prend quoi? vraiment Plein de compléments alimentaires, d'hormones, de... complément, pas forcément. Non, je crois pas de complément, mais Ouais. en fait, elle avait des piqûres à faire dans le ventre, en fait, à se faire soi-même pour stimuler d'abord l'ovulation. Et après, tu avais une autre injection aussi pour déclencher l'ovulation pour être prête au moment de l'assimilation, en fait. Ouais. Donc, c'était pas Ouais. forcément des plus marrants, quoi, Les plus pour elle. agréables. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc ça a marché à la dernière, en tout cas, tu as dit que tu as le droit à La 5 dernière, on tentatives. va dire, avant d'aller un peu plus loin dans le parcours, ça a fonctionné. Tu disais que tu as le droit à 5 tentatives, ça veut dire que qui c'est qui dit que tu as le droit à 5 ou quoi? C'est C'est l'histoire de le corps remboursement de la médical, je Sécu, pense c'est que ça? c'est une question de Ah, remboursement, ouais. En ok. France, t'as droit à un certain nombre de tentatives. Mais bon, la FIV étant plus lourde, on espérait pas avoir besoin d'aller jusque-là, et puis finalement, le destin a fait qu'il n'y a pas eu besoin. Et donc après, grossesse normale. Grossesse normale jusqu'à 3 mois, on va dire. Et puis Mm. quand t'as 3 mois, on te dit que on voit quelque chose qui est peut-être pas normal, enfin qui a contrôlé. Tu dois aller voir un gynécologue référent. Forcément, tu t'inquiètes un petit peu. Et puis on te dit au final, en voyant un gynécologue référent, il y a un risque. En fait, mon fils était porteur d'une agénésie du corps calleux. C'est une membrane en fait qui se trouve entre les deux hémisphères du cerveau, qui permettent de faire transiter les informations d'un hémisphère à l'autre. Et là, donc la gynécie, il n'y avait pas du tout cette membrane. Donc on te dit ça à 3 mois de grossesse, ou 4 mois, je sais plus. Et on te dit que ben voilà, tu peux faire un avortement à tout moment jusqu'à 8 mois de grossesse, quand même, c'est pas rien. Donc forcément, tu t'accuses le coup. Je veux dire, quand tu as eu un parcours Ouais. déjà de PMA auparavant où c'était déjà un peu compliqué, où on te dit ben oui, il y a un enfant, il y a un bébé qui est là, mais potentiellement il peut avoir des problèmes, voire des handicaps lourds. C'est compliqué pour finir la grossesse, quoi. Mentalement, c'est pas simple. Pour Ouais. madame, qui est encore plus impliquée là-dedans. Vous avez été suivi un peu? Vous avez eu des aides un peu psychologiques ou pour gérer ça ou pas du tout? Du tout. Non, non, du tout. Ouais. On te noircit le tableau dès le départ. Ouais. En fait, on te fait envisager le pire. Je pense que c'est surtout pour se couvrir. Mais Ouais. ouais, ouais, on te noircit le tableau au maximum. Mais bon, malgré tout ça, on a fait le choix de continuer l'aventure parce que on se dit, même s'il y a potentiellement un risque de handicap ou autre, il y a aussi potentiellement la chance que ça se passe bien. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est que bah, hormis qu'il a un apprentissage qui est un petit peu plus long, voilà, il faut un peu plus tout ça. Je veux dire, tout le reste va très très bien, quoi. Il n'y a aucun problème, quoi. C'est un enfant plein de santé, plein de vie, Non, aucun ok. problème, quoi. Super. Et est-ce que vous ou le corps médical, Il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de liens qui ont été pas faits bien. là-dessus. Et donc ce premier bébé arrive Mais bébé, et là on vous dit bon bah c'est sûr vous avez galéré donc pas trop besoin de faire attention et puis dans la foulée finalement ça, la nature refonctionne c'est correctement. ça, refonctionne, a remis les choses dans l'ordre finalement. Donc, quelque part, c'est une victoire. Donc après, il y avait aussi cette inquiétude là, quand ma femme a appris qu'elle était enceinte, il y avait cette inquiétude de se dire, ben voilà, mais si notre premier demande plus d'attention parce qu'il y aurait potentiellement un handicap, des difficultés, est-ce que je vais être capable d'assumer le deuxième enfant, de donner suffisamment de temps à mon deuxième enfant, tout ça. Et Ouais. finalement, quelque part, ça a été salvateur pour nous et pour mon premier parce que sont presque, je vais pas dire qu'ils sont jumeaux, forcément ils ont 13 mois et demi d'écart, mais c'est des presque jumeaux, enfin je veux dire ils font tout ensemble et quelque part finalement mon deuxième fils c'est un moteur pour le premier en fait Mm. et ça l'a aidé énormément dans son développement au quotidien. Au final on l'a vécu plutôt bien quoi. C'était
c'est plutôt un bon signe. Ouais, ils s'entraident, ils se tirent vers le haut, quoi. C'est ça, Ouais. voilà, totalement. Ah, ça, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup. J'ai dit, je fais l'instruction à la maison avec les quatre, enfin les trois officiellement, mais la petite Ouais, dernière compte pas encore. Mais oui, on voit que entre frères et sœurs, quand il y a un cadre, et un système familial qui est un peu bienveillant, mm, ils s'entraident, ils jouent c'est beaucoup ça, plus ensemble, ils s'expliquent. Bon, bien sûr, il y a aussi, comme dans toutes les fratries, des chamailleries, des disputes et des petites bien sûr. des rixes, mais sur le global, c'est comme... C'est surtout de la bienveillance et de l'entraide entre eux, non, il n'y a pas de souci. Ok. Et après, du coup, vous avez fait une scolarité... là. Scolarité classique, ouais, bah, à l'époque, j'avais peut-être pas encore l'éveil que j'ai aujourd'hui déjà autour de tout ça. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'autour de nous, il n'y a pas énormément de structures aussi qui pourraient accueillir, enfin, je veux dire, tout ce qui est école Montessori. À l'époque, on en parlait un peu, enfin, du moins, j'en avais pas eu écho. Ouais. Et autour de chez moi, il y avait pas tellement d'écoles proches, on va dire, suffisamment proches pour pouvoir les mettre là-bas. C'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a des voilà qu'on peut faire avec l'école classique, mais que d'autres voies existent aussi, que ce soit pour l'accouchement, pour l'école, pour l'éducation, pour la cuisine. On en parlera peut-être un peu après. Bien sûr. Pour il y a plein de voies différentes et c'est pour ça que voilà. L'information aussi doit circuler. Et donc, tu nous parlais un peu de ton parcours multipotentiel, plein de différents jobs. Si tu peux un peu présenter ce parcours-là. Quand tu parles de multipotentialité, pardon, c'est un mot que j'ai mis depuis peut-être un an ou deux en fait. Avant, c'est pas quelque chose que j'avais conscience que je fonctionnais pas comme tout le monde, puisque j'ai fait pas mal de boulots totalement différents dans ma carrière. Et c'est vrai que j'avais pas mis un mot sur ce que c'était. On peut vivre ça comme, il y en a, ils vont dire que c'est de l'instabilité, des choses comme ça. Et c'est vrai que depuis peu, c'est en lisant un article qui traitait de la multipotentialité, que je me suis dit, mais en fait, ça parle de moi. Mm. Donc, le fait de vouloir, en fait, c'est d'avoir envie de faire pas mal de choses, de vivre des choses différentes. Et moi, je l'ai fait au travers de mes différents métiers. En fait, j'étais graphiste, j'étais chauffeur-livreur, j'étais magasinier, j'étais photographe, j'ai été responsable informatique, responsable SAV, enfin, vraiment des domaines très larges et très variés. Mais c'est vrai qu'au bout de, je sais pas, d'un an, 2 ans, 3 ans, parfois j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu peut-être le tour de ce que j'avais à apprendre finalement de ces métiers-là et l'envie de changer. L'envie de changer, de découvrir autre chose. Et c'est ce que je dis régulièrement à ma femme. Je sais ce que je fais aujourd'hui, je sais pas ce que je ferai demain. Je ne projette pas, mais moi je suis ouvert à tout. Demain, si on me dit tu veux essayer tel job, ouais, pourquoi pas, quoi. Je suis ouvert en fait à ça. J'ai Ouais. envie de découvrir plein de choses. Et moi, je suis un peu aussi comme ça, à vouloir toujours tester, me lasser assez vite. Où j'ai fait quelques métiers, mais pas autant que toi. Euh, j'ai le sentiment que c'est un peu c'est de mon point de vue en tout cas, que c'est un peu cyclique et que c'est un peu normal, un peu chez tout le monde de vouloir tester, essayer d'autres choses. Mais en fait, je me rends compte que voilà, certains vont vouloir faire, enfin, peut-être plus la génération de nos parents, mais vont trouver le job et par peur de trouver moins bien ou du risque, vont rester dans un job qui ne les épanouit plus toute leur vie pour le prétexte du confort d'un salaire, les gens sont prêts à accepter un boulot de merde, entre guillemets, pour grossir le trait toute leur vie. Qu'est-ce que Ouais, tu ça penses de reste. ça? Est-ce que tu penses que c'est naturel ou c'est vraiment rare et le multipotentiel? On est tous, pour moi, un peu multipotentiels. Après, il y a peut-être des degrés quand même. C'est ce qu'on pense peut-être en tant que multipotentiel, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, je vois autour de moi, je connais pas mal de gens qui sont dans un job ou qui font depuis le début de leur carrière et qui sont pas forcément pleinement épanouis et qui ont pas forcément le courage, peut-être, je sais pas, de quitter et d'aller vers autre chose, quoi. Ouais. Faut avoir cette impulsion de se dire, bah voilà, je quitte tout. C'est vrai que peut-être que ces dernières années, ça a changé davantage avec la période qu'on a vécue, avec le Covid, tout ça, où il y a eu beaucoup de remises en question, où les gens
ont réfléchi, ont eu envie de changer, ont fait des formations et du coup, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus courant, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui restent dans leur petit train-train et il y en a qui ont besoin de ça aussi, au final, hein. C'est OK, quoi. Il y a besoin de tout, hein, dans la vie. Et moi, j'ai besoin de bouger, en tout cas. Ouais, et puis si on recherche un minimum d'épanouissement, quand on est dans quelque chose qui nous plaît pas, ouais, je sais que le cerveau préfère la certitude au changement. Donc, Ouais, quand on a un job qui on est sûr d'avoir le salaire, c'est plus simple et moins coûteux ouais, pour le puis, cerveau que se dire qu'on va changer, quoi. ouais, c'est sûr. Puis, je sais pas, j'ai cette soif d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses. Donc, au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins le tour de ce que j'avais à apprendre de ça. Donc, j'ai envie de passer à autre chose, quoi, tout simplement. Mhm. Avec les incertitudes, justement, que ça occasionne, hein, au niveau du couple, la stabilité financière, notamment, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, je pense que ma femme maintenant a l'habitude, elle est rodée. Au début, elle était un peu inquiète parce qu'en fait, je crois que c'était à peine 15 jours avant qu'on se mette en ménage pour la première fois. Je lui ai dit non, je peux plus continuer là où je bosse, j'envoie ma lettre de démission. Donc forcément, ça l'a pas ravi. Sur le coup, elle était un peu inquiète, quoi. Et Ouais. puis bon, 3 jours après, je retravaillais ailleurs. Enfin voilà, pas de souci, quoi. Si t'as un crédit sur le dos, effectivement, c'est comme ça un peu qui tiennent tout le monde pour aller travailler, quoi. Et donc, depuis, tu disais un an et demi, 2 ans, là, que t'as mis un mot, en tout cas, sur ça. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu t'es dit, ah, bah, je suis pas seul comme ça, ça me rassure un peu? Changer, ouais, ouais, non, on se rend compte que je suis loin d'être seul dans le cas. Ouais. Changer, pas forcément, mais finalement, je me comprends un peu mieux quand même. Ouais. J'arrive mieux à comprendre mon fonctionnement et essayer de mettre en place peut-être des choses pour pallier peut-être certaines choses, quoi, histoire d'être un peu plus productif ou que ce soit plus efficace. Ouais, ou trouver de la variété dans un même boulot ou Ouais, en faire plusieurs, comme tu fais. ça. Tu peux nous raconter un peu, ouais, Alors, tes passions et bien qu'est-ce que tu sûr. as fait dans bah, le côté écologique, peut-être commencer par ça, le côté Ouais. c'est un sujet que j'adore aussi, l'écologie et notamment voilà autour de l'habitation. C'est un sujet que j'ai pas encore beaucoup abordé sur le podcast, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me plaît aussi beaucoup. Donc, panneaux solaires, récupération d'eau, etc. Tu peux nous dire un peu tout ce que tu as mis en place et ce que tu as fait du coup. Bah, je suis venu en fait à l'écologie aussi par souci économique, en fait. Quand on a envie de faire quand on est multipotentiel, on a envie de faire beaucoup de choses, beaucoup de passions, etc. Mais forcément, les passions, ça a un coût. Bah, le budget est pas rallonge, donc il faut bien trouver des petites astuces, des subterfuges. Et puis donc je me suis un petit peu intéressé donc au solaire notamment. Et puis bon, j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire de cet argent pour qu'il profite durablement parce que bon aujourd'hui on sait que les livrets A et compagnie ça vaut rien, enfin, ça rapporte rien. Donc je me suis dit où est-ce que je peux entre guillemets placer cet argent pour qu'il me rapporte au quotidien que je le retrouve. Je me suis tourné vers les panneaux solaires en me disant que ça serait éventuellement la solution qui pourrait faire baisser mes factures d'électricité avec cet investissement. Donc, bon, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche ce qui se faisait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs alors, j'appelle pas ça des vendeurs de panneaux solaires, j'appelle ça des vendeurs de crédit, parce que Mmh. malheureusement, ils te vendent un système sur ta maison et puis t'en prends pour 30 ans. Et le truc, t'arrives même pas à l'amortir au final. Et comme je suis, ben, comme tu l'as dit, bricoleur, j'y retrouve tout ce que tu veux, je me suis dit, bah, je vais me renseigner. De toute façon, tout est trouvable maintenant sur Internet. Je vais les poser moi-même, quoi. Donc, j'ai installé mes panneaux solaires en autoconsommation. Et puis, ça m'a coûté nettement moins cher que si je les avais fait poser. Même à la même période, j'ai mis pareil une pompe à chaleur que j'ai installée moi-même, qui m'a permis de faire pas mal d'économies. Et du coup, l'ensemble de cette installation en 5 ans est rentabilisé, quoi. Ah ouais, 5 ans C'est tout seulement, ouais. bénéfice. Ouais, 5 ans Mmh. seulement. Ouais, ouais. Et les sources d'inspiration, je sais que moi je regarde beaucoup la chaîne L'Archipel, je sais pas si tu connais, où ils Ça parlent me un dit peu rien, non. de solaire. Si tu as Ouais. t'as des sources où tu t'es bien informé, que tu J'ai trouves. regardé beaucoup sur des groupes Facebook qui tournaient autour de l'autoconsommation. J'ai posé pas mal de questions et puis voilà, après au travers de vidéos sur YouTube. Après pas j'ai pas de chaîne en tête en particulier que j'ai vraiment suivi. Moi je glane un petit peu partout. Hmm. Et puis une fois que j'ai eu mes informations, je me suis lancé, j'ai installé et puis ça fonctionne.
fonctionner, quoi. T'arrives à faire le tri parce que le problème d'Internet, c'est effectivement de trouver, tu trouves de tout, trop, enfin, t'as toute l'information disponible. Bah, après, c'est ça, le propre du multipotentiel, c'est qu'on aime bien se lancer dans un truc, il faut que ça aille vite et tout de suite. Le problème, Ouais. c'est que sur ce genre de projet, il faut quand même prendre le temps de voir un petit peu les différents matériaux et matériels qui existent, savoir quoi prendre. Donc, je me suis beaucoup renseigné. Bon, je sais pas, ça a pris peut-être 3, 4 mois, on va dire, sur 3, 4 mois, de temps de prendre la décision de savoir où acheter le matériel, quoi acheter. Moi, c'était fait, quoi. Et tu l'as acheté où, du coup, si tu te souviens encore du site? Alors, ils ont changé de nom, je crois que c'est Solar Shop, maintenant. Et Ok. c'était, en fait, je suis allé sur le site, ils vendaient un kit complet avec les panneaux, les rails, l'installation, les différents matériels pour l'installer. J'ai pu avoir quelqu'un, même au téléphone, qui m'a renseigné. Enfin, c'était vraiment accessible et ouvert. Il y avait de l'aide si j'avais besoin, quoi. Je pouvais poser mes questions. Et avant de te lancer là-dedans, t'avais des bases un peu en électricité quand même ou, Non. t'as appris sur le tas, quoi. Pas trop. Non, bon, comme je te dis, je touche à tout. Donc, bon, Mm. ça me faisait pas peur de monter une prise de courant, de changer un fusible dans un tableau électrique. Après, j'ai eu un parcours où j'avais fait bâtir une maison. J'avais déjà touché un petit peu à différents corps de métier. Dans notre construction, on a eu des petits soucis dans le constructeur qui avait déposé le bilan en cours de route. Donc, on a dû se démerder un petit peu pour finir la maison avec l'aide d'une autre entreprise. Mais entre-temps, j'avais perdu mon boulot, je m'étais retrouvé au chômage, enfin, un enchaînement de bourdes. Mais donc, j'ai pu suivre le chantier au jour le jour. Donc, j'ai vu comment ça se passait. Enfin, construction, au niveau électricité, tout ça. Donc, comme je suis de nature à aimer mettre le nez dedans et découvrir, je me suis lancé sans problème. Mm. Les joies de la construction, Les j'ai joies de aussi la connu ça. construction. Et toi, tu dis, t'es dans le nord, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis Ouais. dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Lille. Le cliché, il n'y a pas de soleil dans le nord, c'est bon. Aujourd'hui, c'est totalement faux, hein. On peut pas dire le contraire, il fait très chaud aujourd'hui. Et non, au niveau solaire, il n'y a pas de souci. Évidemment, ça va peut-être pas donner comme dans le sud, Ouais, mais c'est tout à fait acceptable de poser des ouais, panneaux dans le nord, hein. tout à fait. Pour les Et puis rendements, avec le ça suffit. réchauffement climatique, ça remonte, il n'y a pas de problème. Et à part les panneaux solaires, donc tu disais pompe à chaleur, t'as réussi. On voit qu'il y a une belle cassette derrière toi aussi, là, au mur. C'est toi qui l'as installé. C'est moi qui l'ai installé, ouais, pareil. Bah, j'ai trouvé une marque qui vendait des kits qu'on peut monter soi-même parce que le gaz est préchargé déjà dans les tuyaux. Donc je me suis lancé, hein. En fin de compte, il faut faire un trou dans le mur pour passer le tuyau extérieur pour mettre sur l'unité à l'extérieur, passer l'électricité, et puis voilà, quoi. C'est pas très compliqué. Faut se lancer. Et c'est le chauffage principal de la maison ou il y avait encore un autre mode? Alors, initialement, c'était du chauffage électrique, donc dans toute la maison, rez-de-chaussée et étage. On a mis la pompe à chaleur essentiellement pour le rez-de-chaussée. Et finalement, cet hiver, on n'a même pas du tout fait fonctionner les radiateurs dans les chambres, quoi. Parce qu'en fait, en ouvrant les portes, la chaleur monte et ça a chauffé toute la maison au final. Ah, ça suffit, ouais. Ça suffit, ouais. Ouais. Et d'autres petites choses que t'as fait? Pour l'eau, par exemple, tu fais quelque chose pour l'eau? L'eau, non, j'ai pas fait. Alors après, toujours la problématique, c'est que je ne suis pas propriétaire de la maison, je suis locataire ici. Donc forcément, il y a des choses que je ne peux pas faire. Bon, j'ai quand même enfin, j'ai pas pris la liberté, je l'ai quand même demandé à mon propriétaire, savoir si je pouvais poser des panneaux solaires, qui sont pas posés directement sur le toit, ils sont posés sur le toit d'un chalet en bois. Mais c'est pareil, la pompe à chaleur, je vais quand même demander l'autorisation préalable, évidemment. Bon, il devait être content, non? Ah bah, je pense qu'il était plutôt content. Moi, je lui ai rien demandé. Moi, j'ai dit, je vais installer ça. Est-ce que vous êtes OK? Il m'a dit, pas de problème. Le problème de l'eau, c'est que en Bah France, voilà, elle est pas chère, donc c'est pas rentable, les installations d'eau, ça coûte quand même, c'est sûr que parmi mes rêves, ce serait d'avoir une maison et puis de devenir autonome, finalement, de pouvoir, que ce soit en électricité, en eau, etc., d'avoir quelque chose de passif. Mais là, aujourd'hui, c'était que je ne peux pas, comme je suis en location, je peux pas faire tout ce que je veux non plus. et une de tes autres passions, où tu arrives à faire pas mal d'économies aussi, c'est la cuisine. Tu C'est peux la nous en dire cuisine, plus là-dessus? effectivement. C'est moi qui cuisine à la maison, puisque madame aime pas. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas manger, mais elle aime pas cuisiner. Elle n'y trouve pas de plaisir. Donc, et moi, j'y ai toujours trouvé du plaisir depuis que je suis gamin. J'ai toujours cuisiné. Déjà chez ma mère, j'aimais bien cuisiner. Et donc, tout naturellement, c'est moi qui cuisine à la maison et qui fait les courses, puisque ça va avec pour moi. Depuis quelques années, j'essaie au maximum de faire maison, en fait, que
ce soit les goûters des gamins, enfin tout ce qui est faisable, j'essaie au maximum de faire, quoi. Ça permet de maîtriser son budget d'une part, et puis de manger plus sainement, parce qu'au moins on sait ce qu'on met dedans, quoi. Quand on voit maintenant tout ce qu'ils mettent dans la bouffe alimentaire, Effectivement, ouais. ça te détruit plus la santé que ça te nourrit. Donc effectivement, contrôler son alimentation, pour moi, c'est devenu essentiel, quoi. C'est aussi C'est ça. une base. Ça permet de maîtriser surtout aussi les budgets. Enfin, une des astuces en cuisine que je fais aujourd'hui maintenant, c'est vraiment de planifier mes repas à la semaine. En fait, la semaine d'avant, je planifie pour la semaine suivante qu'est-ce qu'on va faire comme repas le midi, le soir. Ça me permet de préparer mon billet de course et puis d'acheter vraiment ce qu'on a besoin. Et pas aller faire les courses en disant bon bah je vais prendre ci, ça, et peut-être que je vais faire ça. Pour maîtriser le budget, c'est un peu compliqué, quoi. Et ça, Ouais, tu te fais avoir par rien les que promos et c'est ça, rien que le fait de planifier. En fait, il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans peut-être, quand on a fait le point en fait sur le budget mensuel au niveau alimentaire, on s'est dit oula, il y a un problème quoi quand tu arrives à je sais plus 8 ou 900 euros par mois rien que pour le budget, le poste alimentaire. Non, il y a un truc qui va pas. Donc tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire pour dire d'essayer d'économiser là-dessus sans pour autant se priver, parce que c'est pas le but. On s'est dit bah tiens, on va essayer de planifier les repas quotidiens et effectivement, ouais, mensuellement, on a fait baisser de 2 à 300 euros par rapport à ce qu'on avait initialement. Donc c'est quand même pas rien, quoi. ouais, carrément. Je vais juste faire une petite pause parce que j'ai quelqu'un qui rentre et ça va faire du bruit à ce moment-là. Ouais. Bonjour les enfants. Bon, c'est bon, ça va aller. Tu peux reprendre si tu veux. Ouais, et donc cuisine, donc planifier. Est-ce que du coup tu planifies aussi, tu cuisines aussi en mode batch cooking, tu cuisines pour plusieurs jours d'un coup pour gagner du temps aussi? En fait, je suis quelqu'un qui aime cuisiner, mais qui aime pas passer 2 heures sur un plat. Donc, j'aime bien optimiser. Là, par contre, paradoxalement, je peux passer une demi-journée complète en cuisine et par contre, je vais faire X plats dans l'après-midi. Donc, effectivement, je cooking. Donc, c'est pas systématique toutes les semaines, mais ça arrive, par exemple, le dimanche, si je suis à la maison le dimanche après-midi, je vais faire plusieurs plats pour la semaine. Bah, ça permet de s'y retrouver dans la semaine, et surtout que, comme tout le monde, ça arrive, il y a des jours où on a un petit peu la flemme, on n'a pas forcément envie ou pas le temps, parce que Ouais. entre le boulot, les activités, les enfants à aller chercher à l'école, il y a des moments où on n'a pas le temps de faire à manger, donc on est content de retrouver ce qu'on a préparé quelques jours auparavant, quoi. Ouais, batch cooking, bah moi c'est pareil. J'essaye d'avoir une journée au moins dans la semaine et pour cuisiner pour 3 4 jours et puis après le reste de la semaine c'est plus impro et on fait avec les restes et le fini. Moi avec 4 enfants, il y a rarement des restes. C'est C'est ça. les 4 monstres, enfin ils sont pas, ils mangent bien. Vaut mieux nous avoir en photo comme Photo dit à ma totale. mère qu'à manger parce que nous famille nombreuse ça y va quoi. Et le budget, ouais, le budget alimentation, clairement, c'est le plus gros poste. J'imagine, ouais, C'est le plus gros poste. qui est pas négligeable. Donc, si on peut arriver à faire des économies finalement, tout en se faisant plaisir, parce que c'est pas le but de se priver. J'aime pas manger des pâtes tous les jours non plus. Mm. Mais, ouais, ça permet quand même, le fait de faire soi-même, ça permet de se Et faire tu fais plaisir. aussi attention aux produits du coup que tu achètes. Est-ce que tu consommes bio, local? T'essayes de faire aussi attention à ça? J'essaye suivant les produits. Il y a certains produits que je prends en bio et j'essaie aussi de privilégier le local quand je peux, quoi, au maximum. C'est sûr que parfois je privilégie plus local que bio parce que malheureusement, des fois, dans certains magasins, tu as des produits bio, mais qui viennent quand même de l'autre côté de la planète. Donc, Ouais, il y a un paradoxe derrière ça. ouais, clairement. J'en discutais encore ce matin avec mon voisin qui est agriculteur et qui est dans le conventionnel et il disait ouais, qu'il y a plein de choses qu'on voit pas nous en tant que consommateurs, des aberrations qu'il y a des fois dans le bio, que les normes sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais ça s'appelle quand même Ça, bio et qu'il y a des accords, chacun fait ses petites normes, mais au final, il n'y a rien même des d'enjoué. accords internationaux comme voilà c'était pas que les agneaux qui viennent de Nouvelle-Zélande qui sont pas taxés, qui arrivent, tu te rends compte, ça a vraiment traversé l'autre bout du monde. Là, on peut vraiment dire c'est l'autre bout du monde. Ça arrive chez nous, c'est moins cher qu'un agneau qui C'est aurait ça, été. c'est paradoxal de se dire que un produit qui a traversé la moitié du globe puisse être moins cher qu'un produit qui vient du bout de la rue, limite, quoi. Ça, c'est les abus de la mondialisation et des accords de libre-échange qui font n'importe quoi.
Et qui détruisent aussi le côté écologique, quoi, qui détruisent la planète, quoi, parce que tu fais Mais, clairement. venir de la viande de l'autre bout du monde alors que on a ce qu'il faut chez nous. Pour moi, c'est incompréhensible, quoi. Qu'on importe les kiwis de Nouvelle-Zélande, déjà, c'est déjà un peu limite. Mais alors, la viande, Surtout quand c'est un produit qu'on est capable de faire et de produire, quoi, bah, localement, quoi. Quand c'est des choses, forcément, les ananas, les bananes, par exemple, évidemment, ça pousse pas dans le jardin. Mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, il y a des produits qu'on a chez nous à proximité et qu'on pourrait privilégier. ouais. Et donc, on a fait le tour un peu habitation, écologie, cuisine. Est-ce que tu as d'autres petits trucs que tu as en tête que tu fais au quotidien ou ponctuellement qui t'ont permis de faire des belles économies ou de passer du bon temps avec la famille? Bah, avec mon côté bricoleur, c'est vrai que parmi les métiers que j'ai exercés, j'étais responsable de support technique pour une entreprise qui fabriquait des imprimantes 3D. Donc forcément, je possède une imprimante 3D et bah, ça m'aide dans certains bricolages. Je veux dire des pièces, soit des pièces qui n'existent pas et que je crée, donc ça me fait gagner forcément du temps dans mon bricolage. Ou alors des fois une petite pièce de rien du tout qui va coûter un bras, que je la modélise, je l'imprime et puis voilà, je remplace si c'est une pièce qui était cassée ou dont j'ai besoin. Et ça me permet de gagner du temps, quoi. Ouais. Voilà. En faisant une petite recherche un peu sur toi avant le podcast, j'ai vu justement un article qui parlait de toi. Période Donc, Covid, c'est ça? voilà, la période Covid où tu as fait des Les visières avec visières, ouais. une imprimante 3D. C'est ça, ouais, ouais. J'ai participé à ça, aux efforts de guerre, si on peut dire. Et ouais, l'imprimante 3D, alors, c'est vrai qu'on entendait un gros essor de ça. Je trouve qu'on en entend moins parler maintenant. Qu'est-ce que tu Un petit penses un peu peu moins, ouais. de la technologie, est-ce que c'est rentable d'en acheter une, même pour un particulier, ou tu arrives quand même à rentabiliser ça? Rentable, oui, parce que maintenant il y a des modèles qui sont assez peu chers. Ce qui je pense que, enfin, ça, c'est vrai qu'il y a eu un bel essor. Ce qui freine un petit peu, je pense, c'est le côté modélisation entre guillemets des pièces. Je veux dire, si c'est pour, alors il existe des banques de pièces en ligne déjà modélisées, mais bon, si c'est pour imprimer des Pokémon ou des petites conneries comme ça, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Mm. Moi, étant issu au niveau de mes études technique, mécanique, tout ça, c'est vrai que je vois le côté utile, pièce. Moi aujourd'hui, j'ai une imprimante 3D au même titre que j'ai une perceuse ou une scie sauteuse. Tu vois, c'est vraiment un outil à part entière qui me permet de faire certaines pièces que soit qui n'existent pas ou alors qui sont trop chères à l'achat et que je peux me débrouiller à les faire moi-même, quoi. Pour réparer d'autres machines, quoi, surtout C'est aussi, je ça. pense. Mais aujourd'hui, je pense peut-être le frein pour l'adoption pleine, c'est vraiment ce côté modélisation, pouvoir être capable de modéliser une pièce en 3D pour pouvoir après l'imprimer. Ouais, ouais, c'est Pas ça. forcément à portée de tout le monde aujourd'hui, quoi. Ouais, Du moins, faut il le faut se former. logiciel, quoi. C'est ça. Et puis après, tu peux faire que des choses entre guillemets en plastique. Et donc, est-ce que c'est assez solide et durable ou... Voilà, c'est ça aussi, faut tenir compte des contraintes mécaniques de ce que tu veux faire avec ta pièce. Ça a ses limitations. Enfin, j'imprime majoritairement avec du PLA, donc c'est un plastique à base d'amidon de maïs. Mais voilà, au niveau résistance, par exemple, au niveau de la chaleur, au-delà de 60 degrés, ça va fondre. Donc, tu peux pas Hmm. mettre de pièces qui ont besoin d'être enfin, dans de la chaleur. Voilà, les pièces sont pas pleines, entre guillemets, sont creuses, donc faut composer avec ça, avec l'usure qu'il peut y avoir sur si c'est une pièce mécanique et en action. Il y a de certaines choses que tu peux pas faire, faut pas se mentir. Hmm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il existe certaines imprimantes qui impriment du métal, donc de la poudre en fait qui se solidifie. Maintenant, c'est pas abordable, je veux dire pour un bricoleur lambda, quoi. On est plus dans l'industriel. Ouais, 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 c'est Mais gros. ça dépanne quand même pas mal. Tu peux faire quand même pas mal de choses quand même. Moi, j'ai vu même des énormes imprimantes 3D où ils fabriquent des maisons, quoi. Ouais, Ils bah font oui, du tout à béton fait. en imprimante et ils te font une maison. En principe, c'est un bras qui vient déposer. Là, en l'occurrence, c'est du plastique, mais après, je veux dire, ça peut être un autre matériau. Il y en a qui utilisent ça en cuisine, qui font des sculptures en chocolat imprimées, par exemple. Voilà, il suffit d'adapter en fonction du matériau que tu veux utiliser. Ok. Et pour ça, pour imprimante 3D ou cuisine, c'est quoi tes sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des bouquins qui t'ont marqué, des films ou même des podcasts ou d'autres choses qui t'inspirent et que tu aurais envie de partager? En lien directement avec ça,
pas forcément. Après, j'ai d'autres choses qui m'ont inspiré plus dans mon parcours, on va dire, d'éveil, on va dire, de qui je suis devenu peut-être au niveau podcast. Donc, je suis François Lemay, qui est québécois et qui son podcast s'appelle Percevoir autrement. Et lui enseigne autour de la pleine conscience, en fait, conscience des choses, se reconnecter à soi. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque j'ai cheminé en fait le fait que j'ai lancé, bon, enfin qu'on l'a pas abordé, mais il y a 4 ans, on a lancé une école donc avec Renaud que tu as aussi eu l'occasion d'interviewer. On a lancé une école de praticiens naturopathes et c'est pareil, quand on a lancé ça, on est parti de rien à zéro, quoi. On a lancé tout ça pour former des praticiens en naturopathie, donc santé, on va dire alternative. Et, euh, et on a démarré cette école avec rien du tout. On a juste enfin, utilisé la notoriété, on va dire, de Renaud qui avait sa chaîne YouTube avec déjà un certain nombre d'abonnés pour lancer ça. Mais aujourd'hui, bon, l'école tourne encore. On va avoir terminé la première promotion qui a duré 4 ans. On n'a toujours pas de site internet, par exemple. Ça, c'est paradoxal. On n'a toujours pas de site internet et pourtant, on a à peu près, on a 150 élèves en tout sur 2 promotions. Ah ouais, c'est chouette. C'est pas rien, quoi. Et donc finalement, ouais, c'est cette aventure de l'école des naturaux qui m'a ouvert aussi moi, qui a ouvert un peu ma conscience, ce qui pouvait se passer tout autour. Et donc c'est l'occasion que j'ai rencontré François Lemay, et donc ses enseignements que je suis encore aujourd'hui. Et ouais, donc lui, tu le suis toujours, hein. Je le suis toujours, ouais, il fait des podcasts. Alors de temps en temps, il fait des formations. L'année dernière, j'avais suivi une de ses formations qu'il avait fait en ligne. De temps en temps, il fait des conférences en France aussi. Ouais, je le suis régulièrement. Ouais. On va voir, François Lemay. C'est d'ailleurs un papa que je peux te recommander. Alors après, est-ce que tu auras l'occasion de l'interviewer? Je sais pas s'il aura de la disponibilité, mais ça peut être intéressant parce que justement, lui, en fait, il a créé son aventure suite à un burn-out. Ok. Burn-out professionnel ou aussi lié aux enfants? Burn-out professionnel, non, il était très branché boulot. Il avait une entreprise de paysagiste. Et jusqu'au jour où il a eu je crois même qu'il a eu un accident de la route, je crois. Et burn-out derrière, enfin tout s'est enchaîné, divorce, séparation, tout ce que tu veux. Mais il est resté proche de ses enfants et il a même bossé enfin il bossait dernièrement encore avec un de ses garçons, qui lui finalement est parti aussi dans cette branche-là. Donc je pense que c'est un papa aussi qui mérite qu'on se penche aussi sur ce qu'il a fait. Très intéressant. Ok, bah j'irai voir, ouais. Si t'arrives à faire l'intermédiaire et à glisser un Oui, petit bah, mot. je vais le contacter pour que tu puisses. Et Lemay, ça s'écrit comment alors? L-E? Lemay. François Lemay. Je mettrai le lien aussi de son site sur la description du podcast quand il sortira. Et j'irai voir. Et avec plaisir, j'aimerais bien l'interviewer, voir son parcours. Enfin, moi, dans mon parcours un peu voilà, de connexion à moi, d'apprendre un peu à mieux m'écouter, à écouter ses ressentis, ses sentiments, ses besoins. Mais c'est aussi un Québécois qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Euh, C'était une formation un peu plus généraliste, un peu sur trouver sa mission de vie. Et c'est Francis Gendron qui a monté Solutionnera. Et là, c'est plus développement personnel, on va dire. Et puis avant ça, il avait justement aussi dans l'écologie. C'est par là, d'ailleurs, c'est par cette porte-là que je l'ai découvert, où il a une formation où il apprend tout ce qui est autonomie, des panneaux solaires, l'eau, enfin pour rendre la maison autonome. Par ce biais-là que je l'avais rencontré. Et après lui, sa formation, un de ses mentors, et je sais pas si tu connais, il s'inspire beaucoup son nom m'échappe, un Américain là vachement connu, Tony Robbins. Tony Robbins. Ouais, il s'inspire beaucoup de Tony Robbins. Mhm. Et ouais, c'est chouette tout ce qu'on peut apprendre. Et après, c'est une première étape, et on voit que ce monde-là, un peu du développement personnel au sens large, il peut amener plein de changements, plein de prises de conscience, que ce soit écologique, personnel, business. Je trouve que Parce quand que on a mis le pied dedans, ça change vraiment sa vision de voir le monde et de penser. ce que j'apprécie avec François, c'est que
enfin, je le suis depuis à peu près 4 ans. Euh, En fait, même déjà en 4 ans, j'ai vu l'évolution sans sa propre évolution, on fait ses propres ressentis et ce qu'il partage finalement. Et on le voit grandir et nous, finalement, on grandit avec lui au travers Mm. de ça, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Bah, c'est un peu le but de ce podcast. Vous allez me voir grandir dans mes, dans mes idées, dans mes interviews. Et d'ailleurs, je vais essayer de développer plus la chaîne YouTube pour aborder d'autres sujets comme l'écologie, la cuisine, la santé, le sport, tout ce que je mets en place pour essayer d'être un meilleur papa. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai un projet en cours que je suis en train d'essayer de développer où finalement, j'ai envie de partager mon côté débrouillard et faire prendre conscience aux gens qu'on peut faire des choses par soi-même sans forcément que ça coûte beaucoup d'argent, qu'on puisse se débrouiller, que c'est pas très compliqué, que les gens osent se lancer, quoi. Donc c'est ça que j'ai envie de partager Eh au travers ben, de ça dis-nous peut être en tous plus échanges. là-dessus. Où est-ce qu'on peut te suivre, tes aventures, ou apprendre tout ce que tu vas nous partager? Pour le moment, c'est encore, on va dire, en gestation, donc j'ai pas encore d'adresse malheureusement communiquée, mais dès que je l'aurai, je manquerai pas de te la transmettre. Mais ouais, je suis en train de créer d'essayer de faire une plateforme où il y aura aussi de la vidéo, donc il y aura aussi des vidéos YouTube, tout ça, donc pour partager tout ça avec les gens, que ça fera aussi bien, ça peut être du bricolage, ça peut être de la cuisine notamment, parce que c'est des choses que j'aime partager au niveau de la cuisine et faire notamment des économies avec la cuisine. Je suis en train de préparer un premier ebook qui s'intitulera Comment j'ai fait 3 000 euros d'économie en changeant ma façon de cuisiner. Donc ça me Ok. permet de partager un petit peu les astuces que j'ai pu glaner au fur et à mesure et de pouvoir partager ça avec les autres, quoi. Que c'est accessible. Bah oui, la cuisine, et puis je trouve que la cuisine, même avec les enfants, c'est une un- une bonne porte d'entrée pour pas mal d'apprentissage. Basiquement, C'est ça ça. peut être de la motricité quand ils sont petits, à leur faire couper les carottes, éplucher les patates. Et après, tu peux intégrer des maths, tu peux intégrer plein de choses, et surtout, tu leur développes, tu leur apprends ce que c'est des vrais produits. Et quand ils l'ont cuisiné, ils aiment bien naturellement le manger aussi. Pour ça que j'ai des bons C'est mangeurs, des, parce que je les ai mis tôt en cuisine aussi. c'est ça, c'est des moments de partage, tout ça. Et puis c'est vrai que bon, les gamins, tu vas mettre un truc dans l'assiette qu'il connaît pas, de prime abord, il va peut-être pas vouloir le manger. Mais le Ouais. fait qu'il l'ait cuisiné, qu'il l'ait préparé, manipulé, bah ça va l'inciter à le goûter et à découvrir un petit peu, à ouvrir un petit peu son univers autour de l'alimentation. C'est chouette. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir tout ça, et je relayerai ça dès que ce sera mis en place dans la matière. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Là, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais encore rajouter? Bah, si je voulais partager une phrase, donc fait partie des enseignements de François Lemay, qui dit régulièrement, chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. C'est une phrase qui résonne pas mal en moi et qui fait prendre conscience pas mal de choses. Je pense que c'est Ouais, sympa à partager. ouais. Merci beaucoup pour cette belle phrase. Ça me fait penser un peu une partie des accords Toltec, de faire de son mieux. Et oui, je pense qu'il y a aussi des belles choses à voir de côté des accords Toltec. Je le répétais justement la dernière fois avec ma femme, on se répétait faire de son mieux, que ta parole soit impeccable, pas C'est prendre ça. personnellement. C'est c'est bien beau quand de le savoir, mais après le plus dur c'est de réussir à l'appliquer. C'est ça, voilà. On fait de son mieux, voilà, justement, on fait de son mieux. Ouais. Évidemment, il y a des moments où bah, voilà, on passe à côté, mais c'est finalement d'en prendre conscience et puis de rectifier Mm. pour la prochaine fois, quoi. Avoir cette sagesse, ouais, de voir que on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs, mais que C'est ça. on a au moins l'humilité de les reconnaître et de voir qu'on C'est peut ça, de la changer les choses. reconnaître et d'en prendre conscience et puis de s'améliorer finalement. Et ben voilà, je pense que c'est une très très belle conclusion pour finir cet épisode. Merci à toi, Benjamin, Merci. et on se tient au courant dès que ton site ou ta formation ou ta Ouais, chaîne YouTube sera dans la ça- matière. Mais écoute, j'y manquerai pas. Je te remercie en tout cas. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure.
Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!